Aujourd'hui, nous allons expliquer comment remonter à la source et cela nécessite les compétences que nous avons acquises lors des séances intérieures sur les recherches numériques et la vérification et aller encore un peu plus loin pour euh, faire des recherches sur des comptes ou des profils qui se trouvent en ligne. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, ne vous inquiétez pas, c'est l'un de nos cours de notre programme d'apprentissage flexible sur les vaccins. Et c'est un cours autonome, vous pouvez suivre chacun d'entre eux individuellement et vous pouvez également regarder les séances intérieures sur notre pôle Vaccine Insights et ainsi voir les autres contenus que nous avons abordés déjà. Si vous ne savez pas qui nous sommes, First Draft, nous sommes une organisation à but non lucratif qui lutte contre la désinformation. Nous travaillons avec des communautés du monde entier et mettons à leur disposition les outils dont elles ont besoin pour lutter contre la désinformation. Nous allons aborder 4 points ensemble aujourd'hui, en à peine une demi-heure. Donc ça va être rapide. Nous allons passer en revue certains concepts de base de ce travail. Je vais évoquer 3 règles d'or, 3 habitudes que nous devons suivre, que ma collègue a développées dans mon bureau aux États-Unis. Et ces habitudes changeront, transformeront, simplifieront votre façon de travailler. Nous allons aborder quelques astuces, quelques tactiques pour les recherches numériques. Et finalement, nous parlerons de l'automatisation pour pousser nos recherches numériques. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, je m'appelle Laura Garcia, je suis directrice formation et support à First Draft et vous pouvez me trouver sur Twitter @LauraGRB. Commençons par le début. Donc voici les 5 piliers que nous avons élaborés dans le cadre de notre travail de suivi de surveillance à First Draft pour la vérification. Chacun de ces piliers vous permet d'examiner un aspect particulier du contenu en ligne. Qu'il s'agisse d'une image, d'un tweet, d'un compte, comme nous allons le faire aujourd'hui. Et ces questions ne sont pas toujours celles qui vous apportent une réponse claire, mais elles vous donneront des renseignements très utiles qui vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe. La vérification n'est pas toujours quelque chose de direct, en ligne droite. C'est pas comme suivre une recette. Donc, il faut parfois jouer aux chercheurs et chercher à rassembler plusieurs informations. Et ces questions vont vous aider à orienter vos recherches. Le premier pilier, le plus important, est la provenance. La plupart du contenu que nous trouvons en ligne n'est pas forcément un contenu original. Ce n'est peut-être pas la première fois que quelqu'un le partage sur Internet. Pensez à la façon dont nous communiquons ensemble, surtout sur les réseaux sociaux. Nous partageons, nous transmettons, nous mélangeons, nous reconditionnons et essayez de remonter à la source, suivre ce parcours pour déterminer quelle est la première fois que ce contenu, cette image, cette idée, ce compte a été créé. Cela nous permettra de trouver des renseignements précieux. Et cela nous permet ensuite d'identifier la source. Et c'est là le deuxième pilier, la source d'origine. Est-ce que nous pouvons vérifier de manière indépendante de qui il s'agit? S'agit-il d'une entreprise, d'un particulier? Si c'est un contenu multimédia ou même des documents, les 2 prochaines questions sont très utiles, la date et l'emplacement. Donc simplement parce que je poste une photo sur Twitter jeudi et que je dis par exemple que je l'ai prise aujourd'hui dans mon jardin, cela ne signifie pas forcément que cette photo a été prise aujourd'hui dans mon jardin. Comment pouvons-nous chercher ces indices qui nous permettront de faire ces vérifications de manière indépendante? Et le dernier pilier est peut-être le plus difficile à examiner, mais l'un des plus importants pour guider notre approche de la vérification et comprendre le contexte narratif. Cela peut être difficile. Et c'est la motivation. Pourquoi un compte ou une personne partage ce genre de contenu? Quel est son angle? Quelle est la narration qu'elle veut transmettre? Mais le premier pilier, le plus important, est toujours la provenance. Posez-vous cette question lorsque vous trouvez un contenu. Ce que je vois, est-ce là la première version de ce contenu? Comment puis-je remonter pour retrouver la source? Et nous pouvons nous poser 5 questions sur ces sources dans le cadre du travail d'identification et lorsque nous trouvons cette source d'information. Qui a mis en ligne le contenu? Est-il possible qu'il l'ait mis en ligne sans l'avoir toutefois créé? Donc peut-être qu'ils l'ont pris ailleurs. Examiner d'autres contenus qu'ils ont mis en ligne. Est-ce que les choses correspondent? Un compte en généralement tweet en français et voilà qu'il se met à tweeter en anglais. Qu'est-ce que cela signifie sur la source?
est-il logique que la personne qui est titulaire du compte se trouve là où elle dit se trouver? Donc si par exemple quelqu'un tweet sur des choses qui se passent aux Philippines, est-ce que nous pouvons voir à travers ces tweets antérieurs si cela est logique, que la personne se trouve bien à cet endroit-là, ou c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui reprend le contenu de quelqu'un d'autre? Et pouvons-nous identifier certaines coordonnées? Il est très important de dire que lorsque nous vérifions nos sources, aucune de ces questions ne va par elle-même vous indiquer si le compte que vous voyez est authentique. Toutes ces questions sont simplement des signes avertisseurs, comme des ampoules qui s'allument dans notre cerveau, et pour nous aider à examiner ce contenu. Et nous allons en reparler dans un instant. Voici maintenant les trois habitudes que nous devons adopter, qui s'inscrivent dans de nombreuses années de travail que nous avons effectuées et qui devraient toujours orienter notre travail de vérification des sources. La première habitude, faites une recherche inversée d'images. C'est de loin le moyen le plus rapide d'obtenir des réponses simples et courtes sur un contenu ou une source que nous voulons examiner. Permettez-moi de vous donner un exemple. Voici un cas clair dans lequel une recherche inversée d'image aurait dû être effectuée. Nous avons trouvé cet exemple sur le compte Twitter de Ken Klippenstein, un reporter aux États-Unis, et il a trouvé un échange entre quelqu'un qui s'appelle Johnny Sins, ou qui dit s'appeler Johnny Sins, et Dr. Naomi Wolf. Et Dr. Naomi Wolf a la réputation de partager du contenu sur Twitter qui remet en question les vaccins et qui reflète son hésitation par rapport aux vaccins. Et donc un jour, Dr. Naomi Wolf a reçu cette image. Et vous pouvez voir l'image du côté droit, c'est un homme qui a un habit de médecin avec une citation. Et la citation dit que si un vaccin est efficace, pourquoi faut-il mettre la pression sur les gens pour se faire vacciner? Le consentement éclairé signifie que les patients font leur propre choix. Dr. John Sins, MD, docteur médical. Regardez les indices sur cette image qui essaie de vous faire croire dans sa crédibilité. La tenue de médecin, John Sins, MD, et la situation n'est pas vraiment anti-vaccin, mais elle correspond à certains des récits problématiques des gens qui se posent des questions sur les vaccins et qui disent parfois que les programmes de vaccination enfreignent la liberté et le choix personnel des gens. Et nous avons vu que c'est un thème qui revient souvent par rapport aux personnes qui hésitent face au vaccin. Donc, Dr. Naomi Wolf a reçu cette image avec un message qui disait « Bonjour Dr. Wolf, je suis un fan de votre travail ». Et elle n'a pas hésité de le retransmettre tout de suite sur Twitter parce que ce message correspond à sa perception, la perception qu'elle avait déjà, et par rapport au thème des vaccins. Le problème est que la personne que vous voyez sur cette photo est en fait un homme qui s'appelle Johnny Sims avec un M, qui est un acteur pornographique américain très connu et qui a essayé de la duper pour partager cette image. Et si Dr. Naomi Wolf avait seulement pris un instant pour réfléchir, peut-être fait une recherche inversée d'image et retrouvé la source, elle n'aurait pas tweeté cette image en particulier. Et nous pouvons voir cela dans le tweet de Ken. Il a retweeté un message de Johnny Sins qui s'était vanté de l'avoir dupé. Donc cela correspond bien à ce que nous disions auparavant. La personne se fait passer pour un médecin avec des indices qui rappellent le métier de la médecine. Il y a un message qui correspond à des thèmes préexistants et la personne a réagi de manière émotive, n'a pas fait ses vérifications et l'a retransmis en ligne. Si seulement elle avait fait sa recherche inversée d'image, et j'espère que maintenant vous rappellerez qu'il est important de faire ces recherches inversées. La deuxième habitude est de chercher la source primaire, en ligne ou ailleurs. Nous devons nous rappeler que si une grande partie de notre travail se fait sur notre écran, beaucoup de choses se passent dans le monde qui nous entoure. Voici un exemple. Il y a beaucoup de livres sur Amazon vendus par un certain Dr. Gordon Peterson. Et Dr. Peterson est convaincu que l'argent est le remède universel qui va résoudre tous nos problèmes, y compris la crise du Covid. Simplement parce que quelqu'un dit qu'il est médecin ne signifie pas forcément que la personne est médecin. Faisons nos recherches. Si nous allons sur son profil LinkedIn, il met une liste de diplômes de médecine disant qu'il a un doctorat et d'autres qualifications. Et bien que les gens mettent souvent des informations
fiable sur LinkedIn, par exemple pour obtenir des emplois, ce n'est pas forcément toujours le cas, parce que je peux mettre ce que je veux sur LinkedIn. Cependant, son profil LinkedIn nous donne des renseignements que nous pouvons vérifier auprès des sources primaires. Il dit par exemple qu'il a plusieurs cabinets où il exerce et l'endroit où il exerce à Pleasant Grove dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un système pour consulter et vérifier les licences pour certains métiers. Donc si vous dites par exemple que vous exercez un certain métier, nécessitant une licence, par exemple avocat, médecin, dentiste, on peut vérifier cela sur cette base de données. Si vous allez sur la division des licences professionnelles de l'Utah, on ne voit nulle part, personne n'est enregistré sous le nom de Dr. Gordon Peterson. Si vous habitez dans un pays où il n'y a peut-être pas une base de données précise pour cela, par exemple moi-même je suis du Mexique et je suis pratiquement certaine que nous n'avons pas cela, vous pouvez faire quelque chose semblable. Appelez l'hôpital où la personne dit travailler ou appeler l'un de ses patrons antérieurs et demandez si cette personne est bien médecin. Cherchez toujours les sources primaires. Cela est la même chose pour les sites web. Voilà un exemple qui a été trouvé par l'un de nos chercheurs qui s'appelle Lydia Morrish, qui a posté un article très intéressant sur Twitter sur cela. Elle a expliqué son processus de vérification et elle a reçu un jour un email où on lui a dit qu'elle avait été choisie pour se faire vacciner. Cliquez ici pour vous inscrire. Donc, lorsque vous pointez le curseur de votre souris sur le lien, sur la plupart des navigateurs, ce qui se passe, c'est que vous avez un aperçu de l'URL vers lequel le lien essaie de vous envoyer. Donc, Lydia est très intelligente, donc elle a pointé le curseur de la souris et s'est rendue compte qu'elle allait être envoyée sur une URL qui ne ressemblait pas au site officiel du service de santé au Royaume-Uni. Ces sites sont généralement .gov ou .uk, ce genre de choses. Donc, avant de cliquer sur quoi que ce soit, c'est qu'elle est remontée à la source. Elle est allée sur le site du service de santé national du Royaume-Uni, sur la page pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner, et regardez à quel point ces pages se ressemblent. Et l'imposteur, c'est la page de droite, et vraiment, la personne a fait beaucoup de recherches pour créer son faux site. Et donc, pour vérifier, il faut remonter à la source d'origine. Un autre exemple maintenant, cette fois-ci des États-Unis. C'est un exemple qui montre que la source, elle, peut être légitime, mais si elle n'a pas son contexte, elle peut poser problème. Donc sur leur site web, les centres de contrôle des maladies aux États-Unis ont un système de signalement des événements indésirables liés au vaccin, ou l'acronyme VAERS. Et donc sur le tableau de bord de ce site, on peut signaler les lésions ou les décès qui ont été subis après une vaccination contre la COVID-19. Et sur cet écran, on a l'impression que ces renseignements ont tous été vérifiés. Il est très facile de faire une capture d'écran et de retransmettre ce contenu. Donc par exemple, cette page que vous voyez du côté droit a été retransmise sur WhatsApp et d'autres plateformes de messagerie fermées au sein des communautés hispanophones aux États-Unis. Le problème est que si vous partagez ce tableau de bord, vous passez à côté de la partie la plus importante, le contexte. Le système VAERS contient des renseignements sur des incidents non vérifiés de réactions indésirables. Donc n'importe qui peut mettre ce qu'il veut sur une réaction au vaccin. Nous espérons que les renseignements seront vérifiés par la suite. Cependant, ce qu'affiche le tableau de bord, ce sont des signalements non vérifiés. Et donc en consultant la source, nous aurions pu trouver cette information essentielle sur le contexte. Finalement, la dernière habitude, c'est simplement passer un coup de fil. Parfois, les technologies anciennes sont les plus rapides. Si vous travaillez comme journaliste ou comme organisateur d'événements et vous vous trouvez directement dans la communauté que vous servez, il est parfois plus facile de simplement appeler quelqu'un par téléphone et avoir une discussion. Surtout maintenant à cause de la COVID et des restrictions. Ces moyens de recherche à l'ancienne peuvent parfois nous permettre de gagner des heures de temps qui seraient passées sur l'écran. Examinons quelques conseils, quelques astuces maintenant. Avec les 3 règles d'or que nous avons évoquées, voici quelques mesures pratiques que nous pouvons utiliser. Lorsque vous regardez un compte numérique, celui-ci est sur Twitter, mais il peut être sur n'importe quelle plateforme, TikTok, Facebook, ce que vous voulez. Regardez tous les renseignements qui sont déjà là, que vous pouvez vérifier. Vous pouvez faire une recherche inversée d'image, voir si ce pseudonyme a été utilisé sur d'autres plateformes, si certaines personnes utilisent le même pseudonyme sur plusieurs plateformes, s'ils disent qu'ils ont tel travail, est-ce que vous pouvez vérifier sur LinkedIn, puis retrouver la source primaire pour vérifier?
quand se sont-ils inscrits sur cette plateforme, quels sont les sujets qu'ils abordent dans leurs tweets, ce genre de choses. Et souvenez-vous que ce sont des signes avertisseurs seulement. Il peut y avoir des raisons tout à fait légitimes pour lesquelles un journaliste citoyen ne veut pas utiliser sa propre photo sur les réseaux sociaux pour protéger son identité. Ou encore, les gens font cela peut-être dans le cadre d'un mème ou d'un indicateur culturel, mais en faisant nos recherches individuelles, nous trouverons beaucoup d'informations. Vous pouvez également utiliser un site web qui s'appelle Tweetonomy, qui est gratuit. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte Twitter, qui vous permet d'analyser rapidement les tendances comportementales d'un compte Twitter particulièrement. Et en regardant par exemple l'historique sur Twitter, à qui ils tweetent, à quelle fréquence, quel pourcentage de leurs tweets sont des retweets, vous pouvez avoir une idée du niveau d'automatisation de ce compte. Il faut faire attention de ne pas tirer de conclusions hâtives et de dire c'est un robot, parce que c'est pas aussi facile que cela. Cependant, si vous regardez l'analyse Tweetonomy de ce compte, vous aurez des indices pour lancer vos recherches. Quels utilisateurs retweetent-ils le plus? De quel genre de profil s'agit-il? À quels utilisateurs répondent-ils le plus? Quels sont les hashtags qu'ils utilisent davantage? Quand envoient-ils leurs tweets? Si vous voyez du côté inférieur droit, il y a un petit graphique qui montre la fréquence de leurs tweets sur ce compte. Évidemment, la plupart d'entre nous, nous devons quand même dormir de temps en temps. Et en général, nous ne tweetons pas pendant que nous dormons. Donc cela nous indique le niveau d'automatisation. N'oubliez cependant jamais que vous pouvez programmer des tweets. Donc il n'y a pas de réponse simple et directe. Il y a simplement des indices qui, pris ensemble avec tous les renseignements, peuvent nous aider à comprendre la situation et trouver la réponse que nous recherchons. Donc Tweetonomy est un outil très efficace pour avoir un aperçu d'un compte. Maintenant, si vous regardez un compte, disons par exemple l'exemple de Lydia qui s'est presque fait arnaquer avec ce site qui ressemblait au Service national de la santé du Royaume-Uni. Vous pouvez utiliser de nombreux sites qui vous permettent de trouver le nom de domaine, les informations d'enregistrement des sites web. L'un de nos préférés ici à FlashDraft est viewdnss.info parce qu'il nous permet de faire beaucoup de choses. Vous pouvez chercher des fins d'adresses URL qui semblent douteuses, vous pouvez trouver des informations sur l'enregistrement du site. Lorsque quelqu'un enregistre un site web, c'est une information publique. Qui a enregistré le site web, à quelle date, sur quel serveur, ce genre de choses. Et cela peut parfois vous aider à trouver d'autres versions de ce même site. Il arrive parfois qu'un site pose un problème et désactivé, puis réapparaisse sous un autre nom. Et parfois les informations du nouveau site sont protégées par souci de confidentialité, mais on peut retrouver les informations de l'ancien site, donc cela nous permet de déceler ce genre de choses. Vous pouvez également faire une recherche inversée d'IP pour examiner les autres sites qui sont hébergés sur le même serveur. Donc par exemple, j'ai un espace pour mon site personnel, mais j'ai également cet espace pour des sites de projet. On peut faire une recherche inversée d'IP sur mon site personnel et trouver mes autres sites. Voici un exemple. C'est un site qui produit du contenu pour l'Espagne surtout. Ça s'appelle tierrapura.org. Cela signifie terre pure. Et en général, il poste du contenu en général très polémique sur les vaccins ou un contenu xénophobe contre la Chine ou des inquiétudes contre la globalisation, la mondialisation, les États-Unis, ce genre de choses. Du côté droit, on voit un article qui dit que les gens qui se sont fait vacciner sont testés positifs pour la COVID. Donc, quel est l'avantage de ces vaccins expérimentaux? Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Donc, si vous regardez les informations d'enregistrement de ce site web, vous voyez, on a mis cela dans un carré. Il y a quelques points à remarquer. D'abord, quel est le serveur? Il est enregistré sur un serveur qui s'appelle epic.com, Epic avec K. Et nous savons que Epic héberge également Parler, 8chan et Gab. Donc d'autres sites très polémiques en ligne. Et c'est donc un serveur vers lequel les gens se tournent lorsque leurs sites sont désactivés à cause de violations de contenu. Donc c'est là un premier indice. Un deuxième indice, c'est la date de création. Le 31 mars de l'année dernière. Donc ce site a été créé en fait en réaction à la pandémie. Et ils ont vu donc là l'occasion de transmettre le contenu qu'ils veulent diffuser parce qu'il correspond au thème qu'ils veulent diffuser. Finalement, comprendre l'automatisation. Il est très facile de dire simplement « Ah, il y a des robots partout » et il y a une part de vérité dans cela.
il y a des cas documentés d'automatisation à grande échelle qui posent problème, parfois de manière organisée par des institutions dans le monde entier. Cependant, ce n'est pas là la question la plus importante à se poser. La question la plus importante est quelle narration ou à quel thème narratif cela correspond-il. Donc ce compte, automatisé ou non, diffuse-t-il des fausses informations? Oui ou non, et dans quel objectif? Parce que même s'il y a des millions de robots dans le monde entier qui diffusent une fausse information, il ne serait pas efficace si cela ne correspondait pas déjà à des thèmes auxquels les gens sont disposés à croire. En fin de compte, les êtres humains sont les meilleurs véhicules de la désinformation car nous aimons communiquer les uns avec les autres. Il est donc important de se rappeler ce point. Il est également important de se rappeler quelque chose que nous appelons les cyborgs. Il y a les gens qui se conduisent comme des robots, peut-être parce qu'ils sont payés pour cela, et donc ils planifient un certain contenu, ou parfois parce que ce sont d'ardents défenseurs d'une politique ou d'un candidat particulier, ou parce qu'ils utilisent un certain niveau d'automatisation. Donc je l'ai fait avec mon compte personnel. Lorsque je ne veux pas passer à côté d'un événement, je planifie un tweet pour qu'il soit envoyé même en dehors de mes heures auxquelles je tweete habituellement. Et donc il faut savoir faire cette distinction. Si vous cherchez des indices ou des signes avertisseurs pour savoir comment détecter des comptes qui ont un certain niveau d'automatisation, et c'est à cette échelle qu'il faut en parler, parfois c'est une automatisation complète, parfois c'est simplement un certain niveau d'automatisation, nous pouvons examiner 4 grands facteurs. Le compte lui-même, l'activité sur le compte, où Tweetonomie peut être vraiment très utile, le contenu qui est tweeté, et donc il faut regarder ce contenu en profondeur, et le réseau. Donc, avec quelle personne, avec quel autre compte ce compte est-il connecté? Et qu'est-ce que cela signifie au niveau de ce réseau? Et tous ces indices ensemble nous aideront nous donneront davantage d'informations pour prendre une bonne décision. Il y a d'autres façons, en utilisant l'analyse informatique pour faire ce genre de travail à grande échelle, pour définir les tendances, mais dans le cadre de votre travail quotidien, ces 4 facteurs vont vous donner très rapidement ces signes avertisseurs dont il faut se méfier. Si vous voulez d'autres informations sur la vérification des comptes, des images, tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, vous trouverez notre guide essentiel sur la vérification du contenu en ligne dans la section de formation de notre site web firstdraftnews.com/training. Vous le trouverez là, il est disponible en anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais et hindi. Donc, allez le consulter, téléchargez le PDF, partagez-le avec vos amis et vos collègues qui s'intéressent à ce thème.